Avez-vous déjà ressenti cette angoisse sourde, cette boule au ventre en réalisant qu'il ne vous restait plus assez d'argent pour finir le mois? Face à cette situation de stress, la réaction de la majorité des gens est presque toujours la même. Ils se plaignent de leur patron qui ne les paie pas assez, de l'économie qui s'effondre ou de l'inflation qui détruit leur pouvoir d'achat. Mais selon Robert Kiyosaki, le célèbre auteur du best-seller mondial Père riche, dans son livre intitulé « Augmenter son QI financier », Kiyosaki nous confronte à une réalité psychologique très difficile à avaler. Le manque d'argent n'est pas le véritable problème de votre vie. Le manque d'argent n'est qu'un simple symptôme. C'est très exactement comme avoir mal aux dents. La douleur dentaire n'est pas la maladie en elle-même, c'est uniquement le signal d'alarme que votre système nerveux vous envoie pour vous prévenir qu'une infection grave est en train de se développer. De la même manière, ne pas gagner assez d'argent est le signal d'alarme incontestable qui prouve que vous fuyez vos problèmes au lieu de les résoudre. Aujourd'hui, nous allons décrypter les 5 formes d'intelligence financière, les 5 QI que les personnes riches utilisent au quotidien pour générer, protéger et multiplier leur fortune. Commençons immédiatement par la base absolue, le QI financier numéro 1, la capacité à gagner plus d'argent. Le principe fondamental que vous devez graver dans votre esprit dès aujourd'hui est le suivant. L'argent n'est que la récompense directe que la société vous donne pour avoir résolu un problème. C'est une équation purement mathématique. Si vous voulez gagner plus, vous devez impérativement résoudre plus de problèmes. Prenons un exemple très concret. Imaginez que vous rêviez de devenir un vendeur d'élite ou de lancer votre propre entreprise pour devenir indépendant. Le problème, c'est que vous êtes d'une timidité maladive et que vous êtes absolument terrifié par le rejet ou la critique. C'est un problème psychologique majeur qui paralyse des millions de personnes. La plupart des gens fuient ce problème, se trouvent de fausses excuses et abandonnent leurs ambitions. La plupart des gens fuient ce problème, se trouvent de fausses excuses et abandonnent leurs ambitions. Et si vous décidez d'affronter ce problème frontalement, de lire des livres sur la psychologie humaine, de vous forcer à parler à des inconnus et de suivre des formations, vous allez inévitablement vaincre votre timidité. En résolvant cette faille, vous deviendrez un communicateur hors pair. Vous vendrez davantage et mécaniquement, vous gagnerez plus d'argent. L'argent n'est venu que parce que vous avez eu le courage de tuer le problème à la racine. La vie financière est conçue comme un gigantesque jeu vidéo. Vous commencez par affronter de petits problèmes, un manque de confiance en vous, une mauvaise gestion de votre temps, une lacune technique sur un logiciel. Chaque fois que vous écrasez un problème, vous passez au niveau supérieur et un problème plus vaste et plus complexe apparaît. Les personnes qui restent pauvres refusent catégoriquement de jouer à ce jeu. Elles cherchent le confort et la facilité immédiate. Les riches, en revanche, savent que c'est très précisément ce processus continu de résolution de problèmes qui les enrichit, et non les billets de banque en eux-mêmes. Il existe des milliards de façons de gagner de l'argent sur cette planète, pour la simple et bonne raison qu'il existe des milliards de problèmes qui attendent d'être résolus. Mais que se passe-t-il lorsque vous refusez lâchement de résoudre un problème d'argent dès son apparition? La réponse se trouve dans une fable troublante racontée par l'auteur, celle du fermier et du coq. Imaginez un fermier qui entre dans sa grange un matin. Il s'approche de son coq et lui dit d'un ton menaçant « À partir de demain, je t'interdis de chanter au lever du soleil. Si je t'entends faire le moindre bruit, je t'arrache toutes tes plumes. » Le coq, effrayé, choisit la facilité. Il ne se défend pas et arrête définitivement de chanter. Quelques semaines plus tard, le fermier revient et exige « Maintenant, tu vas arrêter de marcher fièrement. Tu vas te courber et marcher en picorant le sol, exactement comme une poule. Sinon, je te plume. » Une fois de plus, le coq se soumet pour éviter le conflit à tout prix. Il oublie sa véritable nature et commence à se comporter comme une simple poule. Enfin, des mois plus tard, le fermier revient avec un dernier ultimatum. « À partir de maintenant, tu as intérêt à me pondre des œufs tous les matins, sinon tu finiras dans mon assiette pour le dîner ce soir. » C'est à cet instant précis, dos au mur et face à la mort, que le coq réalise son erreur tragique. Il aurait dû se battre et régler le problème le tout premier jour, lorsque le fermier lui avait simplement demandé d'arrêter de chanter. En fuyant le petit conflit initial, il s'est condamné à devoir accomplir l'impossible. Cette histoire vous semble peut-être infantile, mais c'est exactement ce que vivent des millions d'adultes aujourd'hui. En refusant de régler leurs petits problèmes financiers quand ils sont jeunes, en refusant de se former ou d'investir, ils finissent, des années plus tard, par accepter des emplois qu'ils détestent profondément. Ils obéissent à des patrons abusifs et subissent des vies misérables, simplement parce qu'ils sont pris à la gorge par leurs factures.
Ils ont renoncé à leur liberté parce qu'ils ont fui la difficulté. Le père riche de Kiyosaki appelait cela l'effet domino du mal de dents. Reprenons notre métaphore des départs. Vous avez mal aux dents, mais vous refusez d'aller chez le dentiste pour économiser de l'argent ou par simple flemme. Le problème ne disparaît évidemment pas, il pourrit en silence. La douleur devient si insupportable que vous ne dormez plus la nuit. Épuisé, vous devenez agressif, déconcentré et incompétent au travail. Votre patron finit par vous licencier pour vos mauvaises performances répétées. Sans salaire, vous ne pouvez plus payer votre loyer. Vous êtes expulsé de votre appartement. Vous vous retrouvez à la rue, sans emploi, la santé détruite. Et la pire des ironies dans tout cela, c'est que vous avez toujours atrocement mal aux dents. N'ignorez jamais, au grand jamais, un problème d'argent. Traitez l'infection immédiatement, affrontez vos lacunes et développez votre intelligence financière. C'est la seule et unique voie pour maîtriser le premier QI. Maintenant que vous avez commencé à résoudre vos problèmes et que vous gagnez enfin plus d'argent, vous pensez peut-être que le plus dur est derrière vous et que vous avez gagné la partie. C'est la plus grande et la plus dangereuse illusion financière au monde. Gagner de l'argent ne fait absolument pas de vous quelqu'un de riche. C'est ici qu'entre en jeu le deuxième QI financier, votre capacité absolue à protéger votre argent. L'intelligence financière numéro 1 se mesure à la taille de votre salaire, à votre chiffre d'affaires ou à vos revenus globaux. Mais l'intelligence financière numéro 2 se mesure uniquement à la quantité d'argent que vous parvenez réellement à garder dans vos poches à la fin de l'année. Prenons un exemple mathématique simple. Imaginez deux hommes. Le premier gagne 200 000 € par an grâce à un salaire de cadre supérieur très prestigieux. Le second gagne 100 000 € par an grâce à ses investissements et ses entreprises. Sur le papier, la société applaudit le premier car il semble 2 fois plus riche. Mais si ce premier homme perd 50% de ses revenus en impôts divers, il ne lui reste que 100 000 € net. Si le second, grâce à un QI financier élevé et des stratégies légales, ne paie que 15% d'impôts, il lui reste 85 000 € net, sans avoir eu à s'épuiser 8 heures par jour dans un bureau. Quel des deux est réellement le plus intelligent financièrement ? Pour comprendre comment protéger votre argent, le père riche de Kiyosaki utilisait une métaphore brillante, celle du fermier, des lapins et des oiseaux. Un fermier qui plante un champ avec amour et patience doit constamment protéger ses récoltes contre les animaux. Mais les voleurs les plus dangereux pour ce fermier ne sont pas des monstres terrifiants venus de la nuit, ce sont les petits lapins et les oiseaux. Les lapins sont mignons, doux, pelucheux et inoffensifs en apparence. Les oiseaux chantent merveilleusement bien le matin. Pourtant, si le fermier se laisse attendrir et baisse sa garde, ces créatures adorables vont dévorer l'intégralité de son travail et le laisser mourir de faim. En matière de finances personnelles, c'est très exactement la même dynamique. Les plus grands prédateurs financiers qui vont vider vos comptes en banque sans pitié ne sont pas des braqueurs armés cachés dans une ruelle sombre. Ce sont des personnes et des organisations qui portent des costumes sur mesure, des gens à qui vous faites confiance, que vous respectez profondément et parfois même que vous aimez. Et comme ils sont juste à côté de vous, dans votre entourage proche ou dans des bureaux confortables, il leur est infiniment plus facile de glisser leurs mains dans vos poches. Le premier et le plus redoutable de ces prédateurs, ce sont les bureaucrates, qui agissent à travers la collecte des impôts. Attention, Kiyosaki n'est absolument pas un anarchiste contre le principe de l'impôt. L'impôt est le prix légitime à payer pour vivre dans une société civilisée avec des routes sécurisées, des pompiers, des écoles publiques et des hôpitaux. Le véritable problème, ce sont les bureaucrates qui gèrent cet argent. Un bureaucrate est par définition quelqu'un qui est exceptionnellement doué pour dépenser de l'argent public, mais qui n'a strictement aucune idée de la façon dont on le crée dans le monde réel. Résultat, ils ont constamment besoin de plus de fonds pour couvrir leurs erreurs de gestion et inventent donc de nouvelles taxes en permanence. Nous payons des impôts sur nos salaires, puis avec ce qu'il nous reste, nous payons des taxes sur nos achats, notre essence, nos maisons, nos entreprises et même au moment de notre mort. L'ironie cruelle de ce système, c'est qu'il punit ceux qui travaillent le plus dur. Le célèbre milliardaire Warren Buffett l'a d'ailleurs avoué publiquement et sans honte. En pourcentage, il paie beaucoup moins d'impôts que sa propre femme de ménage ou que sa réceptionniste. Pourquoi cette injustice ? Parce que le système fiscal mondial détruit littéralement les revenus du travail, votre salaire d'employé, mais protège et favorise énormément les revenus passifs et les revenus de portefeuille, l'immobilier, les dividendes, la bourse.
Si vous voulez protéger votre argent de la bureaucratie, la solution n'est pas de frauder. La solution est d'arrêter de travailler pour un salaire et de commencer à travailler pour acquérir des actifs protégés par la loi. Le deuxième prédateur invisible est terrifiant, car il s'agit de vos propres partenaires. Nous voulons tous croire aux contes de fées et aux fins heureuses. Vous vous mariez en pensant sincèrement que c'est pour la vie. Vous montez une entreprise avec votre meilleur ami en pensant que vous serez toujours sur la même longueur d'onde. Mais la réalité mathématique est cruelle et se moque de vos sentiments. Un mariage sur 2 se termine par un divorce douloureux et la majorité des partenariats d'affaires explosent en vol à cause de l'argent. Une personne avec un haut QI financier prévoit toujours sa stratégie de sortie avant même d'entrer dans la pièce. Exiger de signer un contrat de mariage prénuptial ou rédiger un accord strict de dissolution d'entreprise n'est absolument pas un manque d'amour ou une preuve de méfiance. C'est l'acte de protection financière le plus intelligent et le plus responsable que vous puissiez faire pour vous deux. Même la mort attire ses prédateurs. Si vous disparaissez en étant riche sans avoir blindé votre testament, des petits cousins dont vous ignoriez l'existence et le gouvernement viendront se disputer vos biens comme des vautours autour d'une carcasse. Le troisième prédateur institutionnel, ce sont les avocats. Vous connaissez peut-être l'histoire tristement célèbre de cette cliente qui a attaqué la chaîne McDonald's en justice simplement parce que son café était trop chaud et qui a remporté des millions. Cet exemple a créé un précédent dangereux. Nous vivons dans une société de plus en plus procédurière où des millions de personnes n'attendent qu'une seule petite erreur de votre part pour vous trémer en justice et s'emparer légalement de la fortune que vous avez mis des décennies à bâtir à la sueur de votre front. Comment vous protéger légalement de ces attaques opportunistes ? Le père pauvre disait toujours avec fierté « Cette maison est à moi, elle est à mon nom, c'est mon château ». Le père riche, lui, souriait et enseignait. Les gens véritablement riches ne possèdent absolument rien à leur propre nom. Si vous détenez vos biens immobiliers, vos voitures de luxe et vos économies sous votre propre identité, vous êtes une cible géante, brillante et vulnérable pour n'importe quel procès. L'intelligence financière consiste à utiliser le bouclier des entités juridiques. Vous devez utiliser des sociétés, comme les sociétés à responsabilité limitée, pour détenir vos actifs en toute sécurité. Ainsi, si on vous attaque personnellement, vous ne possédez techniquement rien. Enfin, méfiez-vous grandement du quatrième prédateur, votre propre courtier ou conseiller financier bancaire. La majorité des gens commettent l'erreur mortelle de demander des conseils sur l'argent à des vendeurs d'assurance ou à des employés de banque. Mais ces gens ne sont pas riches, ils s'enrichissent lentement grâce aux commissions et aux frais cachés qu'ils prélèvent sur vos économies, peu importe si vos investissements montent ou s'effondrent. Comme le dit si bien l'adage à Wall Street, c'est le seul endroit au monde où des gens arrivent en luxueuse Rolls-Royce pour prendre conseil auprès de personnes qui prennent le métro tous les matins. Si votre banquier ou votre conseiller vous recommande chaleureusement un investissement miracle, posez-lui une seule et unique question en le regardant dans les yeux. Avez-vous personnellement investi votre propre argent dans ce produit ? S'il bégaie, détourne le regard et répond par la négative, fuyez immédiatement. Gardez vos distances, blindez vos défenses juridiques et empêchez quiconque de toucher aux fruits de votre travail. Nous venons de voir comment protéger votre argent des redoutables prédateurs financiers qui vous entourent. Mais une fois que vos barrières de défense juridiques et fiscales sont en place, que devez-vous faire avec l'argent qui atterrit enfin sur votre compte bancaire ? C'est ici que nous entrons dans le domaine crucial du QI financier numéro 3, la capacité à établir un budget stratégique. Quand on prononce le mot « budget », la grande majorité des gens ressentent immédiatement une sensation de restriction, d'étouffement et de privation. Pour eux, faire un budget consiste à s'asseoir à la table de la cuisine avec une calculatrice, à regarder leurs dépenses et à se demander tristement « Sur quoi est-ce que je vais bien pouvoir me priver ce mois-ci ?» Ce comportement découle d'une réalité mathématique simple. Dans la vie, il n'existe que 2 états financiers possibles. Soit vous êtes en déficit budgétaire, ce qui signifie que vos dépenses sont supérieures à vos revenus, soit vous êtes en excédent budgétaire, ce qui signifie que vos revenus sont supérieurs à vos dépenses. Tout le monde veut être en excédent, mais la différence fondamentale entre les riches et les pauvres réside dans la méthode qu'ils utilisent pour l'atteindre. Face à un déficit, une personne pauvre ou de la classe moyenne choisira toujours la première option, réduire ses dépenses. Elle arrêtera d'aller au restaurant, elle achètera des vêtements bas de gamme, elle annulera ses vacances. Elle va littéralement rétrécir sa vie pour la faire rentrer dans son petit salaire. Une personne avec un haut QI financier refuse catégoriquement cette approche.
Pour créer un excédent budgétaire, elle ne réduit pas ses dépenses. Elle se concentre exclusivement sur la deuxième option, augmenter ses revenus. Et pour augmenter ses revenus, le secret contre-intuitif des riches est qu'ils augmentent stratégiquement certaines dépenses. Pour comprendre cette logique qui semble totalement folle de l'extérieur, laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante de Robert Kiyosaki et de sa femme Kim à leur début. Peu après leur mariage, ils étaient dans la même situation désespérée que beaucoup de jeunes couples. Leur revenu mensuel s'élevait à 1 000 $, mais leurs factures et leurs dépenses incompressibles s'élevaient à 1 500 $. Ils étaient dans le rouge vif. N'importe quel conseiller financier traditionnel leur aurait hurlé de couper leurs dépenses immédiatement. Au lieu de cela, Robert et Kim ont engagé une comptable nommée Betty et lui ont donné une instruction stricte et terrifiante. Chaque mois, dès que nos 1 000 $ de revenus arrivent, tu dois prélever 30% de cette somme, soit 300 $, et les placer directement dans notre colonne des actifs pour nos investissements et notre épargne. La comptable a failli faire une crise cardiaque. Elle les a regardés comme s'ils avaient perdu la raison et a crié « Mais vous ne pouvez pas faire ça! Vous avez déjà 1 500 $ de factures à payer. Si je vous prends 300 $, il ne vous restera que 700 $ pour payer le loyer, l'électricité et la nourriture. On va vous couper le courant et vous jeter à la rue. » Betty était une excellente comptable, mais elle réfléchissait avec un QI financier de personne pauvre. Toute son éducation lui avait appris à payer le gouvernement, les banques et les fournisseurs en premier, et à garder les miettes pour elle-même en dernier. Le problème de cette méthode, c'est qu'il ne reste jamais de miettes. Robert a dû s'asseoir avec elle et lui expliquer la psychologie derrière la célèbre règle du « payez-vous en premier ». L'argent que vous mettez de côté pour investir ne doit pas être considéré comme un bonus optionnel à la fin du mois. Il doit être considéré comme la dépense la plus urgente, la plus agressive et la plus vitale de toutes. Votre colonne d'actifs est l'entité la plus importante de votre vie. En forçant la comptable à leur prendre ces 300 $, Robert et Kim créaient volontairement un déficit encore plus violent. Ils n'avaient plus que 700 $ pour payer 1 500 $ de factures. Que s'est-il passé alors? La pression est devenue monumentale. Les créanciers appelaient, le stress montait, et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Au lieu de piocher dans leur épargne sacrée pour combler le trou, ils ont utilisé cette pression insoutenable pour réveiller leur QI financier numéro 1, gagner plus d'argent. Dos au mur, ils n'avaient plus le choix. La faim et la nécessité les ont rendus créatifs. Kim a commencé à appeler des entreprises pour vendre des missions de consulting en marketing. Robert a ravalé sa fierté et a pris des petits boulots supplémentaires pour donner des cours de vente le soir ou même aider des voisins à déménager le week-end. L'urgence absolue d'honorer leurs factures les a poussés à se dépasser, à travailler plus intelligemment et à trouver des solutions qu'ils n'auraient jamais cherchées s'ils s'étaient simplement privés pour joindre les deux bouts. Ils ont fini par combler leur déficit en gagnant de l'argent supplémentaire tout en ayant sécurisé et fait grossir leurs investissements. Votre budget ne doit pas être un outil de torture pour vous empêcher de vivre. Il doit être l'outil psychologique qui vous force à vous payer en premier, quitte à créer une pression qui vous obligera à devenir meilleur, plus fort et plus riche. Nous voici arrivés au point de bascule. Vous avez appris à affronter vos problèmes pour gagner plus, à ériger des murs juridiques pour protéger vos gains et à utiliser la pression d'un budget inversé pour dégager un excédent. Vous avez enfin de l'argent de côté. Que faire avec cet argent? Si vous écoutez les conseils traditionnels, vous allez le placer prudemment sur un compte épargne ou dans des fonds communs de placement. Mais les personnes véritablement riches utilisent le QI financier numéro 4. La capacité absolue à faire fructifier son argent grâce à l'effet de levier. Dans le monde de la physique comme dans celui de la finance, l'effet de levier se résume à une définition extrêmement simple. C'est la capacité à accomplir beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Prenez une personne de la classe moyenne qui a réussi à économiser 10 000 € à la sueur de son front. Si elle place cet argent sur un compte d'épargne bancaire classique, elle n'utilise strictement aucun effet de levier. C'est son propre argent qui repose passivement, grignoté un peu plus chaque jour par l'inflation. Comparez cela avec l'approche d'un investisseur immobilier. S'il utilise ces mêmes 10 000 € pour acheter un appartement et que la banque exige un apport de 20%, cela signifie que pour chaque euro déposé par l'investisseur, la banque lui prête 4 €. Il vient d'acheter un actif de 50 000 € avec seulement 10 000 € de sa poche. Il a utilisé l'argent de la banque comme un levier pour multiplier sa force de frappe financière.
Mais c'est précisément ici que la majorité des conseillers financiers traditionnels poussent des cris d'orfraie. Ils vous diront que l'effet de levier est dangereux, que s'endetter pour investir est un jeu de roulette russe et que pour obtenir de hauts rendements, vous devez obligatoirement accepter des risques très élevés. Robert Kiyosaki affirme que cette croyance est l'un des plus grands mensonges de l'industrie financière. L'effet de levier n'est absolument pas risqué en soi. Il devient risqué uniquement lorsque vous l'appliquez à des actifs sur lesquels vous n'avez strictement aucun contrôle. Le mot magique qui sépare le joueur de casino de l'investisseur professionnel, c'est le contrôle. Pourquoi votre banquier refuse-t-il catégoriquement de vous prêter 100 000 € pour aller acheter des actions en bourse, mais accepte-t-il de vous les prêter sur 30 ans pour acheter un immeuble ? Parce que la bourse est un actif de papier sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne contrôlez pas les décisions du PDG de l'entreprise. Vous ne contrôlez pas ses dépenses ni ses revenus. Utiliser l'effet de levier sur un investissement que l'on ne contrôle pas revient très exactement à s'asseoir dans une voiture de course à laquelle on a retiré le volant et à appuyer violemment sur la pédale d'accélérateur. Le crash est inévitable. En revanche, si vous possédez votre propre entreprise ou un bien immobilier, vous avez les mains fermement posées sur le volant. Vous pouvez personnellement augmenter les revenus en améliorant le marketing ou réduire les dépenses en renégociant vos crédits. Parce que vous avez le contrôle absolu sur les finances de l'actif, le risque est drastiquement réduit. Mais attention, l'intelligence financière ne s'arrête pas aux billets de banque. L'argent n'est qu'une seule des nombreuses formes de l'effet de levier. Si vous voulez multiplier votre richesse, vous devez apprendre à utiliser des leviers invisibles. Le premier de ces leviers invisibles est le temps des autres. La plus grande barrière mentale des travailleurs indépendants et des petits entrepreneurs est de vouloir tout faire eux-mêmes parce qu'ils pensent pouvoir le faire mieux et moins cher. C'est un raisonnement de personnes pauvres. Votre temps est limité à 24 heures par jour. Si vous passez votre journée à faire de la saisie comptable de base, à nettoyer vos locaux ou à monter vos propres vidéos au lieu de réfléchir à la stratégie de croissance de votre entreprise, vous gaspillez votre ressource la plus précieuse. Pensez-vous une seule seconde que Jeff Bezos aurait pu bâtir l'empire mondial d'Amazon s'il avait continué à emballer lui-même chaque colis, à balayer l'entrepôt et à livrer les paquets ? Il a très vite acheté le temps de milliers d'autres personnes pour démultiplier sa propre vision. Le deuxième levier invisible est le produit ou la technologie. Un médecin généraliste de quartier, même s'il est brillant, est physiquement limité. Il ne peut recevoir qu'un certain nombre de patients par jour. Son revenu possède un plafond de verre. Mais s'il utilise ses connaissances médicales pour inventer un nouveau logiciel de diagnostic automatisé ou pour écrire un livre de référence sur la santé, il transforme son intelligence en un produit indépendant de sa présence physique. Ce produit peut être vendu à des millions de personnes pendant qu'il dort. Son intelligence a été démultipliée par le levier technologique. Enfin, le dernier levier est probablement le plus sous-estimé, le réseau. Connaître la bonne personne au bon moment peut vous faire gagner 10 ans de travail acharné. Vous voulez lancer un projet dans un secteur que vous ne maîtrisez pas ? Vous pouvez passer 3 ans à lire des tutoriels sur Internet en faisant des erreurs ruineuses. Ou bien, vous pouvez utiliser votre réseau pour inviter à déjeuner un expert qui a déjà réussi dans ce domaine exact. En une seule heure de discussion, son expérience vous servira de levier pour contourner tous les pièges. Ne comptez jamais uniquement sur votre propre force, votre propre temps ou votre propre argent. Apprenez à trouver le point d'appui, utilisez le levier des autres et vous soulèverez des montagnes.